J'ai grandi au bord du Nil. Comme tu as pu le remarquer, ici il n'y a pas de robinet pour l'eau. On ne se sert que de l'eau du Nil. L'eau me sert à faire du thé, à laver le linge et à beaucoup d'autres choses aussi. On s'y rafraîchit, on se lave, on se relaxe. Meskerem, comme toutes ces Éthiopiennes des bords du Nil, vit au rythme du fleuve. Aussi loin qu'elles s'en souviennent, les femmes ont toujours été chargées de la corvée d'eau. Le Nil, c'est comme un membre de la famille. Il ne peut pas nous faire du mal. Quand on a un problème, il suffit de l'invoquer. On se met à prier et le Nil se manifeste. Une fois le problème résolu, on offre au fleuve un sacrifice pour le remercier. C'est notre relation avec le Nil. Une relation millénaire, mais elle va bientôt changer. L'Éthiopie est en marche vers un nouvel avenir qui se dessine dans les eaux du fleuve. Gardiennes des traditions et piliers du foyer, ces femmes vont devoir s'adapter. Le symbole de cette Éthiopie qui se prend en main et s'émancipe est un projet colossal, un immense barrage en cours de construction, le plus grand du continent africain. Un ouvrage démesuré sur lequel repose le développement de tout un pays. Semignou Bekele est l'ingénieur en chef de ce projet titanesque. Le chantier est situé au nord de l'Éthiopie, à la frontière du Soudan. Ce que l'on voit en face de nous, c'est le futur axe du barrage. C'est ici que nous avons commencé à construire le barrage éthiopien de la Grande Renaissance. Le nom de ce barrage est évocateur. Le barrage de la Grande Renaissance est un symbole de renouveau pour le pays. À terme, il reliera les deux montagnes et arrivera au pied de Semignou. Une fois achevé, le barrage fera 1780 mètres de long et aura une hauteur de 145 mètres. À l'échelle du pays et du continent, le projet est pharaonique. Ce barrage n'est pas destiné à irriguer les terres éthiopiennes. Son unique rôle, produire de l'électricité. Une fois terminé, il sera doté d'une puissance de 6000 MW, soit l'équivalent de 6 centrales nucléaires. L'Éthiopie sera alors le premier producteur d'électricité d'Afrique. En tant qu'ingénieur, je suis heureux d'être responsable de ce projet. En tant que citoyen, je suis heureux aussi. Nous avons la responsabilité de construire une Éthiopie prospère, afin que la prochaine génération soit plus heureuse et vive de manière plus confortable.
Aujourd'hui, en Éthiopie, on s'autorise à rêver. Le pays n'est plus celui de la famine des années 80. Avec une croissance de près de 10% par an, son économie est en plein boom. L'artisan de cette modernisation, Meles Zenawi. Son visage est aujourd'hui placardé partout dans le pays. En 1995, il renverse la dictature du général Mengistu. Révolutionnaire puis président, Meles Zenawi a dirigé le pays d'une main de fer. Il décède brutalement en 2012. Oubliez les dérives, oubliez les critiques des organisations internationales des droits de l'homme, Meles Zenawi est devenu une icône. C'est lui qui a lancé l'idée d'un grand barrage sur le Nil. ያን ዘመን በአስተማማኝ አኳኋን ተሻግረን ታላቁን የልማት ህልማችንን በሚሌኒየም ግድባችን አማካይነት እውን የምናደርግበት አዲስ ዘመን ተበስሯል። L'appel au développement de Meles Zenawi a été entendu par la diaspora éthiopienne. Une grande partie est rentrée depuis. C'est le cas de Jeannette. Elle qui avait fui la famine et la dictature il y a 20 ans est de retour à Addis Abeba. La ville n'arrête pas de se développer. Tous les jours, il y a de nouvelles constructions. Tous les jours, il se passe quelque chose. Nous sommes vraiment à un tournant. Pour attirer les investisseurs, des mesures incitatives ont été mises en place. Certaines s'adressent en particulier aux femmes. Jeannette en a bénéficié et a monté son entreprise de textile dans la capitale. Tu n'as jamais cousu ce genre de vêtements? Regarde, il y a deux façons de faire. Même si c'est discret, on doit retourner la doublure au niveau du cou. Tu dois absolument regarder quelqu'un effectuer cette étape. Le retour de cette femme au pays, après plusieurs années passées en Italie et en Argentine, est le signe du changement qui est en marche. Le tissage est une vraie passion pour moi. J'aime travailler avec les tisseurs car ils ont un vrai talent. Ceci fait partie de la tradition éthiopienne. Jeannette vient de décrocher un très gros contrat de 3 ans avec la compagnie aérienne nationale. Elle a dû recruter de nouveaux salariés, uniquement des femmes. La révolution industrielle en marche en Éthiopie est aussi une révolution des mœurs. De plus en plus de femmes sortent du foyer pour travailler. Les choses ont changé pour les femmes. De nombreuses aides ont été mises en place, des aides gouvernementales pour leur garantir une meilleure vie. Les femmes travaillent dur pour changer leur vie et celle de leur famille. Par exemple, la fille de cette ouvrière est grande aujourd'hui. Elle l'a envoyée dans une université privée et maintenant elle travaille. Ces femmes actives, en amenant un deuxième salaire, ont permis d'améliorer l'ordinaire de leur famille. Elles sont pour beaucoup dans la nouvelle croissance de ce pays, où les traditions perdurent. Je mets de l'encens sur le feu. L'encens est essentiel dans la cérémonie du café ici en Éthiopie. Cela purifie et tout le monde aime ça. Jeannette mise tout sur le lancement du barrage de la Renaissance. Ambitieuse et persuadée que la croissance éthiopienne n'en est qu'à ses débuts, elle vient de se lancer dans l'exportation avec une autre entreprise de vêtements située dans la zone industrielle d'Addis Abeba. Mais en arrivant ce matin, c'est la consternation. Les employés sont inactifs. Mais à quelle heure le courant a été coupé? Quoi? Hein? Oh là là! Ça fait plus de 3 heures. Bon, au moins, c'était au moment de déjeuner. On va monter, je vais parler au directeur. Vous savez, tout ce qui est produit ici est exporté en Italie.
Pour la toute jeune entreprise, ces coupures de courant sont dramatiques. C'est vraiment terrible. Regarde, il y en a même une qui dort. S'il n'y a pas d'électricité, on ne peut rien faire, c'est bien simple. La frustration de Jeannette est énorme. Avec la croissance de l'économie, la demande en électricité est en augmentation constante et ces coupures de plus en plus fréquentes, car la production n'arrive pas à suivre. Comme beaucoup d'Éthiopiens, Jeannette espère que le barrage de la Renaissance lui permettra de travailler dans de meilleures conditions. En attendant, le gouvernement tente de répondre au plus vite aux besoins en énergie. Aujourd'hui, c'est une ferme éolienne qui est inaugurée. Là encore, le pays veut montrer son ambition. C'est la plus grande centrale éolienne d'Afrique subsaharienne. Et le Premier ministre en personne a fait le déplacement. Nous devons assurer notre approvisionnement en énergie. Sans énergie, il n'est pas possible de se développer. Nous aspirons à une croissance verte. Vous savez, en tant que pays développé, nous ne souhaitons pas répéter les mêmes erreurs qu'ont pu faire en termes de choix énergétiques les pays occidentaux ou les pays développés de manière générale. C'est pour cela que nous avons opté pour les énergies renouvelables. Nous avons de nombreux projets, parmi lesquels le barrage de la Grande Renaissance. Chaque fois qu'il le peut, le Premier ministre évoque le barrage de la Renaissance. C'est le projet phare de son gouvernement. Grâce à lui, l'État éthiopien espère devenir exportateur d'énergie. Une promesse d'enrichissement pour le pays, mais aussi pour ses habitants, le gouvernement l'assure. Pour convaincre la population des bienfaits de ce barrage, régulièrement, des visites du chantier sont organisées. Après 2 jours de bus, rythmés par des chants patriotiques, ce groupe arrive enfin. Avancez vers le fond, s'il vous plaît. Il est accueilli par l'ingénieur en chef, qui endosse également le rôle de responsable de la communication. Nous souhaitons la bienvenue au maire et aux citoyens de la ville d'Angergut, située dans la zone est de la région de Welega. Au nom du gouvernement fédéral, on vous souhaite la bienvenue au barrage de la Grande Renaissance. Après les discours, il est temps de voir ce projet dont le gouvernement ne cesse de faire la promotion dans tous les médias. Tous les visiteurs ont revêtu t-shirts et casquettes à la gloire du barrage. Quand le barrage sera construit ici, l'eau s'accumulera là-bas, derrière. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, le réservoir aura une longueur de 246 km en arrière du barrage. La profondeur ici va être de 140 mètres. La superficie du réservoir sera d'environ 1700 km².
et la quantité d'eau accumulée de 74 milliards de mètres cubes. Tous ici ont été sélectionnés. À leur retour dans leur village, ils seront des relais de propagande auprès de la population. Cela me fait énormément plaisir. Je suis vraiment très fière d'être éthiopienne. Ce barrage est encore plus grand que ce que j'avais imaginé. Il a un grand nom, mais je le voyais comme quelque chose de bien plus petit. Quand je l'ai vu, j'ai pris conscience qu'il était gigantesque. Il est vraiment impressionnant. Le Nil s'est promené pendant toutes ces années. Maintenant qu'il est rentré à la maison, on va enfin l'utiliser. Cela me rend vraiment heureuse. Le Nil, jusqu'à maintenant, on n'en profitait pas. On le glorifiait avec des chansons et des paroles. Mais maintenant, on va pouvoir prendre notre part et en donner également une part aux autres. On va l'utiliser ensemble, tous en commun, sans porter préjudice à quiconque. Rêve de grandeur, rêve de pouvoir, l'Éthiopie veut dompter les eaux du Nil. Mais cela ne va pas sans causer des tensions avec ses voisins. Et notamment l'Égypte, qui doit depuis toujours sa puissance au Nil. La partie du Nil éthiopienne s'appelle le Nil bleu. À Khartoum, au Soudan, le bras éthiopien rejoint le Nil blanc en provenance du lac Victoria. Il forme alors le grand fleuve Nil qui va traverser les 1000 km du territoire égyptien. L'affluent éthiopien est le plus généreux. Il fournit la quasi-totalité de l'eau qui arrive en Égypte. Avec ce projet de barrage, les Égyptiens craignent que le débit du Nil soit affecté. Mahmoud Abou Zeid a été ministre de l'eau dans le gouvernement de Mohamed Morsi. Le moment où l'Éthiopie a annoncé ce projet nous pousse à avoir peur. L'annonce a été faite pour la première fois au mois d'avril 2011, soit juste après le début de la révolution égyptienne. Je pense que l'Éthiopie a profité que l'Égypte avait d'autres préoccupations pour démarrer la construction du barrage. Depuis l'Antiquité, l'Égypte s'est développée autour du Nil. À la fin de l'époque coloniale, le pays s'octroie une mainmise sur les eaux du fleuve. L'Éthiopie, à l'époque sans influence dans la région, n'a pas son mot à dire. Pour l'Égypte, le Nil est la seule ressource en eau. Il alimente des milliers de canaux d'irrigation. D'un point de vue économique, social, agricole, la dépendance est totale. Mais aujourd'hui, le pays des pharaons est affaibli. Sa domination sur les eaux du Nil est remise en question. Nous pensons que la construction d'un tel barrage donne à l'Éthiopie une emprise totale sur le Nil. L'Éthiopie va contrôler la totalité de l'eau qui passe en Égypte et au Soudan. On peut illustrer ce barrage comme un robinet que l'on peut fermer ou ouvrir selon le bon vouloir de l'Éthiopie. Cela leur donne un dangereux pouvoir. Cela va toucher la sécurité de l'eau en Égypte.
En 2013, des parlementaires égyptiens évoquent le barrage éthiopien en présence du président Morsi. Leurs propos sont particulièrement menaçants. كلامي واضح إن كل الخيارات مطروحة وكل الخيارات سندعمها ولكن بالتدرج المطلوب. إذا لم تصلح الدبلوماسية ولم هؤلاء بالدبلوماسية سنلجأ للقانون الدولي والتحكيم. إذا لم يفعل ذلك سنلجأ إلى كل الخيارات التي يمكن أن يتصورها أحد للحفاظ على أمننا المائي، لأن الأمن المائي يساوي بالنسبة لنا زي ما بقول موضوع حياة أو موت. إذا فشلت كل هذه المحاولات فلا خيار أن احنا ممكن نستخدم آخر الأوراق عن طريق الاستعانة بالمخابرات لهدم أي سد يقام إذا كان فيه هذه الخطورة المحققة على مصر، لأن بعض الخبراء قالوا أن بناء هذا السد يعتبر حالة إعلان حرب على مصر. وليست مع إثيوبيا. La réunion est soudainement interrompue par le président. لو بيقول لي اجتماع مذاع على الهواء فانا ما عنديش خطه سريه ولا حاجه. انا ما عنديش خطه سريه. وفي شعب Rire gêné, les parlementaires ne se savaient pas filmer. Ces menaces en direction de l'Éthiopie n'auraient pas dû être dévoilées. Depuis, les Égyptiens ont regretté ces propos. Le gouvernement a changé. Aujourd'hui, le ton se veut plus apaisant, mais l'Égypte reste préoccupée par ce projet. L'Éthiopie, avec ce barrage sur le grand fleuve Nil, a acquis une nouvelle puissance politique. Au ministère de l'eau, à Addis Abeba, on promet de ne pas abuser de ce nouveau pouvoir. Je ne pense pas qu'on en arrivera à un conflit à cause de cette eau. Nous avons toujours appelé à la discussion plutôt qu'à la guerre. La guerre n'est pas une option. Nous sommes pour le dialogue. L'Éthiopie respecte 4 principes. Le premier est celui du partenariat gagnant-gagnant. Le deuxième est l'utilisation équitable et raisonnable des ressources. Le troisième est de ne pas causer de dommages aux pays en aval. Le dernier est la coopération. Nous croyons en la coopération. Malgré ce discours rassurant, le gouvernement a peur pour son barrage. Les tensions régionales sont fortes et les menaces d'attentats réels, qu'elles viennent d'Égypte ou des pays en conflit qui entourent l'Éthiopie. Pour accéder au chantier, les conditions de sécurité sont élevées. L'ingénieur en chef a conscience des enjeux considérables qui pèsent sur le projet. Enfin politicien, il fait tout pour assurer les pays voisins. Nous avons une grande expérience dans la construction de ce type de projet, dans ce type de barrage. En aucun cas, nous ne voulons faire du mal aux pays en aval. Nous n'allons pas retenir l'eau pendant la construction du barrage. Nous allons mettre en place des structures pour permettre à l'eau de passer sans affecter le débit du fleuve. Une fois la construction du barrage terminée, nous n'allons pas fermer les portes et retenir toute l'eau. Le chantier, qui emploie 6 000 hommes, a été confié à une entreprise italienne qui construit déjà un autre barrage dans le pays. Des projets contestés, mais pour lesquels le gouvernement assure être le plus transparent possible. Vous êtes témoin de ce que l'on fait. Nous nous tenons à votre disposition pour faire voir tout ce que nous faisons. Nous ne souhaitons vraiment rien vous cacher du projet. Si vous avez des questions sur le chantier, je pourrai y répondre dans mon bureau ou même après votre venue. Je vous assure que nous serons à votre entière disposition. L'inquiétude de l'ingénieur en chef est palpable. Il faut dire que jusqu'ici, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous?
Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Vous coulez du ciment? Oui. Vous avez bien progressé ces derniers jours. L'expression de cet ouvrier italien en dit long. La progression du chantier est un sujet délicat. Initialement, le barrage devait entrer en partie en fonction en septembre 2014, mais les travaux ont pris beaucoup de retard. Vous savez que tout le monde vous regarde. Nous avons les yeux tournés vers vous. Les Éthiopiens, la nation, tout le monde est investi dans le projet. Le barrage de la Renaissance, c'est la grande fierté du pays. Un des plus pauvres du monde, et pourtant le gouvernement s'est lancé un défi de taille. Assumer seul son financement, estimé à près de 4 milliards d'euros. Pour y parvenir, la population est mobilisée. Comme ici à Sadja, dans le sud du pays. La ville est située à plus de 1000 km du chantier, et pourtant, plusieurs de ses habitants ont déjà donné de grosses sommes d'argent pour financer le projet. C'est en leur honneur qu'une fête est organisée aujourd'hui. Depuis ce matin, l'événement se prépare. Tout est bien orchestré. Dans ce pays marqué par 30 ans de communisme, on a appris à penser comme un seul homme. Pour chauffer la foule, on répète les mêmes incantations, comme une manière de faire taire les sceptiques. Signe de l'importance de l'événement, des émissaires du gouvernement ont même fait le déplacement. Ils sont venus chercher cet argent qui manque cruellement à l'État pour finir le barrage. Bienvenue à cette grande fête que nous organisons pour la deuxième fois dans notre région, pour le grand barrage de la Renaissance. Ici, on est loin du Nil. Pour rendre le projet plus réel, les jeunes ont imaginé des scénettes pour illustrer le chantier à leurs aînés. Les enfants sont aussi mis à contribution. Cette génération a toujours entendu que l'avenir de l'Éthiopie se lisait dans le Nil. Pendant des siècles, nous n'avons pas pu tirer profit du Nil. Nous avons été victimes d'injustice. Mais nous les avons maintenant mises de côté. En cassant l'idée de notre impuissance, le peuple éthiopien et son gouvernement, tous unis, nous avons montré au monde entier que nous pouvons utiliser légalement notre ressource naturelle. Après les beaux discours, c'est au tour des banquiers d'entrer en scène. Ce sont des obligations pour le barrage de la Grande Renaissance. Il y en a de 50 birres, 400 birres ou 2000 birres. Le montant varie selon les moyens des donateurs. Certains fonctionnaires ont donné 3000, voire 4000 birres. Chacun contribue en fonction de son salaire. Cela diffère d'une personne à l'autre. Jusqu'à 4000 birres. C'est plus de 4 fois le salaire moyen en Éthiopie.
Certains sont prêts à donner beaucoup pour soutenir le développement de leur pays. En organisant ces grandes fêtes, l'État espère recruter de nouveaux donateurs. Le directeur de la Banque de développement éthiopienne est là pour les convaincre. N'importe qui peut acheter des obligations à partir de 50 birr. Du riche aux pauvres, tout le monde peut participer. Ces obligations sont proposées par l'État. Elles sont garanties par l'État et il n'y a donc aucun risque. Même si l'État change, il n'y a pas de risque. Il y a la garantie de l'État. Quel est l'intérêt pour l'acheteur? Il peut le léguer à son fils, à sa femme, à son père, à sa mère, à son frère, et aussi à son ami, son concubin ou son amoureux. Il peut aussi l'offrir comme cadeau de mariage ou pour séduire quelqu'un. Ça veut dire que c'est de l'argent. Vous avez bien compris, c'est comme de l'argent. Il est maintenant temps de remercier ceux qui ont déjà apporté leur contribution. Ce sont tous des fonctionnaires. Ils sont les premiers à avoir été sollicités par le gouvernement qui a puisé directement sur leur salaire. Sous le regard et les applaudissements de la foule, on leur remet leur attestation. Nous ne voulons pas demander de l'argent à l'étranger. Nous souhaitons construire ce barrage avec nos propres moyens. C'est pour cela que nous avons mis en place un système d'obligations d'État. Si l'État éthiopien a mis en place une grande souscription publique, c'est surtout que les institutions internationales, comme la Banque mondiale et le FMI, n'ont pas souhaité financer le projet, en raison notamment des tensions avec l'Égypte. Pour que son barrage voie le jour, l'État éthiopien va devoir puiser dans les ressources financières de toute sa population. Une tâche ardue, quand on sait qu'un tiers des Éthiopiens vit avec moins de 1 euro par jour. La misère est particulièrement perceptible à Addis Abeba. La construction du barrage de la Renaissance est ici bien loin des préoccupations quotidiennes. Serkalem est l'une de ces sceptiques. Elle vit au cœur de cette mégalopole. Depuis quelques jours, elle n'a plus d'eau pour travailler. Bonjour, ça va? Peux-tu me donner de l'eau? Je voudrais remplir ce jerrycan. Le débit n'est pas trop puissant aujourd'hui. Pour ce jerrycan, je paye 1 birr. C'est cher. C'est très lourd. En plus, on a un long trajet à faire. Tu viens, Samy? Mon bras fatigue. Allez, Samy, aide-moi un peu. Pour toi aussi, c'est lourd. Ce matin, elle a dû marcher 30 minutes pour aller remplir son bidon. J'en peux plus. Serkalem a ouvert son salon de coiffure il y a 3 ans. L'activité tourne plutôt bien. Elle a employé 4 salariés à plein temps. Et pourtant, la jeune femme mène une vie très modeste.
dominée par les soucis du quotidien. Oui, t'as vu? C'est comme ça. Je vais allumer du charbon pour le plat. On était en train de préparer des macaronis pour le déjeuner. Mais s'il n'y a plus de courant... Vous voyez, la nourriture n'est même pas cuite. Les autorités promettent que le barrage de la Renaissance résoudra ce problème des coupures de courant. Mais ces promesses, Serkalem n'y croit pas. Elle ne comprend pas tout cet élan patriotique autour du chantier. Pour elle, tous les fanatiques du barrage se trompent de priorité. Moi, personnellement, je n'arrive même pas à épargner. Pour construire ce barrage, ils veulent prendre notre argent. Moi, je préférerais épargner pour ma famille. Notre génération, a priori, ne profitera pas de ce barrage. Il sera peut-être utile à la génération suivante. Mais à nous, il ne nous servira pas à grand-chose. Je peux avoir du charbon? Si l'État me demande d'acheter une obligation de 1500 birrs, dites-moi où je sors cet argent. C'est très dur, la vie est vraiment difficile. J'aurais préféré qu'il ne commence pas ce projet. Leur mécontentement, peu d'Éthiopiens osent l'exprimer comme Serkalem. Le régime, le même depuis 25 ans, ne tolère pas la contestation. En témoigne le nombre de journalistes et d'opposants disparus ou emprisonnés de façon arbitraire. Le barrage de la Renaissance et son coût exorbitant font partie de ces sujets sensibles. Le projet doit voir le jour, mais l'argent manque. Alors même les paysans les plus pauvres, des campagnes les plus reculées, vont devoir participer. Pour les convaincre, des agents du gouvernement ont été missionnés. Nous sommes chez Fentanesh. La cinquantaine, elle est divorcée et a 5 enfants. Pour vivre, elle cultive des céréales et élève quelques bêtes. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Fentanesh reçoit son visiteur dans sa maison en terre battue. Comment tu vas, Fentanesh? Ça va. Tu es en paix? Oui, je suis en paix. Comment va le travail? Ça va. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie. Fentanesh a déjà donné de l'argent pour le barrage. Yazachev est venu la convaincre de contribuer une nouvelle fois. Il est aussi venu chercher un soutien au sein du village. Fentanesh est un modèle de réussite. Ses enfants ont tous fait des études. Tu sais, le Nil, pendant des siècles, il n'a servi à rien pour le pays. Pendant les crues, il emportait les gens et les animaux. Beaucoup de personnes sont mortes à cause du Nil. Grâce au barrage, on va créer des emplois pour les jeunes. Il y a beaucoup de chômage, comme on le sait. Et ça va améliorer la situation. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as fait au sujet des obligations? Je n'ai pas encore reçu mon obligation, mais j'ai promis 300 birrs. L'année prochaine, je vais apporter le double. Je veux laisser un héritage à la génération future. Et je veux que ce barrage voie le jour. Fentanesh a une confiance aveugle dans son gouvernement. Elle est persuadée que le barrage aidera les femmes. Pour la prochaine génération, j'espère du fond du cœur que les femmes vont pouvoir faire la cuisine avec l'électricité.
Les femmes seront les grandes bénéficiaires, à mon avis, de cette évolution. Elles profiteront de l'irrigation et de l'électricité. Ce seront elles, les premières bénéficiaires. Son rôle d'ambassadrice du gouvernement, Fentanesh le prend très au sérieux. Yazachev l'a conviée à une réunion publique avec les chefs de village. Elle a convaincu ses amis de l'accompagner. Nous sommes ici, tous réunis aujourd'hui, pour discuter du financement du barrage de la Grande Renaissance, actuellement en construction sur le Nil. S'il y en a parmi vous qui en ont déjà acheté ou qui souhaitent en acheter, aujourd'hui, une fois de plus, vous pouvez exprimer ce que vous pensez de ce projet de barrage sur le Nil. Je vous laisse la parole. Oui, Fentanesh ? Fentanesh est la première à prendre la parole. Jusqu'à ce que le barrage soit construit complètement, je m'engage à mobiliser tout le monde. C'est un projet pour les générations futures. Moi, avec ce que je possède, j'ai acheté une obligation de 500 billes. Moi aussi, j'en ai acheté. J'ai même les obligations dans la main. Jusqu'à la fin de la construction de ce barrage, il ne faut pas hésiter à participer à son financement. Les habitants de notre district ont décidé que, s'il le fallait, on vendrait nos propriétés et même nos vêtements. On doit tous se mobiliser. La caméra accentue peut-être l'excès de zèle, mais l'élan patriotique est réel. Et comme à chaque réunion, tout se termine par des slogans à la gloire du barrage. Le barrage de la Renaissance ? Le barrage de la Renaissance ? Par notre propre force, avec notre propre argent, avec notre propre connaissance, en étant indépendants, nous l'avons commencé et nous le finirons. Et nous le finirons. Merci. À ce jour, l'État aurait récolté à peine 10% du budget du barrage. Yazachev va devoir encore organiser de nombreuses réunions comme celle-ci. La course au temps et à l'argent ne sont pas les seuls obstacles sur le chemin du barrage. En amont du chantier, sur plus de 200 km, toute une zone va disparaître sous les eaux. Elle est aujourd'hui habitée par des milliers de personnes qu'il va falloir déplacer. Chesega fait partie de ces villages en sursis. 800 familles d'agriculteurs vivent dans ces huttes traditionnelles. Ce sont en grande partie des Goumouz, une minorité vivant loin du pouvoir central. Aujourd'hui, le village reçoit la visite d'un agent du gouvernement. Joseph a été envoyé non pas pour récolter des fonds, mais pour discuter avec la population et lui faire accepter son futur déplacement. Nous aimerions savoir précisément quand le déplacement aura lieu. Nous avons déjà arrêté de construire de nouvelles habitations et certains d'entre nous ont arrêté de cultiver la terre. Je vous en prie, ne faites pas la même erreur que l'année dernière. Si tout le monde arrête de cultiver, cela risque de provoquer de graves famines.
Bien sûr, bien sûr. Quand le barrage sera terminé, vous devrez quitter cet endroit pour aller ailleurs. Parce que l'eau va recouvrir toute cette zone. Quand on a discuté la dernière fois, je vous ai proposé 2 places où vous installer. Le premier endroit s'appelle Badédé. Et ce n'est pas notre dernière option. En tant que responsable du district, je pense que c'est une bonne option. Quand le barrage sera terminé, vous serez à 30 km du bord du fleuve. Cette option que vous nous proposez semble bonne. De toute façon, je crois que nous n'avons pas le choix. Comment est-ce que je pourrais être heureuse? L'endroit où ils vont nous déplacer, il n'y a pas de cours d'eau. C'est mieux de rester ici, à côté du Nil. Pour rassurer ces villageois, Joseph leur promet une petite compensation financière. Elle sera calculée sur la base des 5 dernières années de récolte. Mais surtout, pour les convaincre d'abandonner leurs terres et leurs traditions, il leur fait une promesse bien plus alléchante à ses yeux. Les gens se posent beaucoup de questions, notamment sur l'accès à l'eau potable, à l'électricité, au téléphone. Oui, ils se posent beaucoup de questions. Là-bas, je leur dis qu'ils vont bénéficier de tout le confort moderne. Le confort moderne, une notion encore un peu abstraite ici. Qu'est-ce que c'est, l'électricité? C'est la lumière. Hein? C'est la lumière. Comment ça, la lumière? Avec l'électricité, tu peux faire beaucoup de choses. Hein? Regarder la télévision, par exemple. Ah, regardez la télévision. Le district va nous envoyer dans un meilleur endroit. Mais laissez-moi vous poser une question. Nous, on est agriculteurs. Dites-moi, ça va nous servir à quoi, l'électricité, pour nous, agriculteurs? La disparition programmée de leur village signera la fin de leur mode de vie ancestral. Pour ces populations, le barrage de la Renaissance est la fin de tout un monde, un énorme sacrifice. Parmi ces déplacés, certains n'ont pas attendu que le gouvernement décide de leur sort. C'est le cas de Meskerem. Lorsqu'elle a entendu parler du projet, elle a compris qu'il y avait une opportunité. Fine commerçante, elle y a vu un potentiel et est venue s'installer tout près du chantier. Au début, j'ai commencé avec 2000 birs. J'ai fait des économies. Au bout de 2 mois, j'ai pu monter mon restaurant. Avec les bénéfices, on a acheté un générateur. Dans ce village, il n'y a pas d'hôtel. Si des gens viennent visiter la région, il n'y a aucun endroit où dormir. J'aimerais bien monter un hôtel et agrandir le restaurant. Je voudrais combiner toutes ces activités. J'ai beaucoup appris de ma mère. J'espère que ma fille sera une femme entreprenante. Je veux qu'elle termine l'école et qu'elle devienne une femme forte. Je l'aiderai à prendre des responsabilités
pour qu'elle ait un futur heureux dans ce pays. Meskerem fait partie de ces rares Éthiopiennes pour qui le miracle économique a déjà eu lieu. En jeune femme moderne, elle a pris son destin en main. En habitante des bords du Nil, elle garde une dévotion à ce fleuve, source de sa nouvelle prospérité. Le début de la construction du barrage m'a rendue tellement heureuse que j'ai donné le nom d'Abaye Abébé à mon fils. Abaye parce que c'est le nom qu'on donne au Nil, et puis Abébé signifie en éclosion. J'ai choisi ce prénom parce que le Nil nous a apporté plein de bonnes choses. Ce prénom signifie beaucoup de choses pour moi. Quand il sera grand, on lui racontera d'où vient son prénom et je suis sûre qu'il sera ravi.